Bonjour à toutes et tous. Écoutez, ravi d'ouvrir l'année avec le Smart Woman 2024. Smart Woman, vous le savez, c'est l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. J'y reçois chaque mois des personnalités, des hommes, des femmes, qui viennent à la fois témoigner de leur expérience personnelle et qui partagent cette conviction qui me tient à cœur. Les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir, c'est-à-dire qu'elles doivent tout aussi bien diriger des entreprises, quelle qu'en soit la taille, qu'elles doivent intervenir en tant qu'expertes dans les médias, qu'elles doivent investir les filières scientifiques, technologiques à l'égal des hommes. Et tout ça est une question de justice, mais au moins autant de performance économique et finalement de promesse d'avoir une écriture du futur de nos sociétés plus équilibrée. Alors aujourd'hui, pour parler de tout cela, je vais avoir le plaisir d'accueillir tout d'abord Julie Prudent. Julie Prudent est freelance dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et elle va venir témoigner de son expérience avec un passage difficile, sachant qu'elle a été aidée pour rebondir par l'association 60 000 rebonds. Et je vous avais dit lors de la précédente émission que j'allais maintenant, après avoir interviewé beaucoup d'associations qui font de l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, je pensais intéressant de faire intervenir des entrepreneurs qui avaient bénéficié de l'accompagnement pour qu'elles expliquent en quoi cela les avait aidés. Donc Julie interviendra à ce titre. J'aurai ensuite en tant que grand témoin Fanny Laitier qui est cofondatrice et dirigeante du fonds d'investissement Généo Capital Entrepreneur, après avoir été notamment directrice exécutive chez BPI France. Elle nous parlera de la position des femmes dans le monde à la fois public et privé. Et enfin, je ferai le portrait de Martine Claret, qui est la présidente de Rus Pharma, une ETI niçoise, spécialisée dans tout ce qui est pharmacologie oculaire. Voilà, écoutez, je commence tout de suite avec Julie Prudent. Bonjour Julie Prudent. Bonjour Marie-Claire. Julie, je vous ai demandé de venir pour expliquer votre parcours, sachant que vous êtes passée par le cap douloureux de la liquidation judiciaire et que vous avez su rebondir grâce à l'accompagnement de l'association 60 000 rebonds. En effet. Et comme je le disais en introduction, j'ai décidé maintenant de montrer des témoignages d'entrepreneurs qui ont été accompagnés par les associations que j'ai interviewées dans un premier temps pour montrer la pertinence de la démarche et ce qu'elles y ont trouvé. Alors, en ce qui vous concerne, j'avais reçu Philippe Fourquet, c'était en décembre 2022. D'ailleurs, son interview est toujours disponible, bien sûr, sur Bismart et sur les plateformes de streaming. Et donc, il était venu expliquer l'accompagnement par 60 000 rebonds. Bon. Alors, venons-en à votre histoire. Donc, vous avez fait des études d'hôtellerie-restauration. Vous avez eu quelques jobs salariés. Et votre grand rêve, c'était d'avoir votre hôtel à vous. Oui. Alors, racontez-nous comment s'est passé ce rêve. Effectivement, au bout de 10 ans d'expérience, on va dire, dans l'hôtellerie-restauration, je souhaitais vraiment à terme ouvrir mon propre hôtel-restaurant. Et j'ai eu cette chance, du coup, en 2012, d'acheter un fonds de commerce donc, qui est dans la région de Nantes. Et j'ai donc ouvert en 2012 cet hôtel-restaurant. Donc, j'ai tenu pendant 3 ans. Donc, j'étais la seule gérante sur l'établissement, avec des salariés, bien évidemment. Et donc, ça a commencé très très bien avec une bonne activité d'hôtellerie et de restauration, avec une rénovation aussi progressive de l'établissement. Et on a ouvert aussi une partie traiteur et salle de séminaire. Donc pendant ces premières années en tout cas. Donc la première année se passait très bien. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Une bonne activité, etc. Donc c'est vrai que c'était dans un secteur donc dans la région nantaise, qui donc la ville de Savenay, précisément, voilà, au bord du lac. Et c'est une activité plutôt saisonnière, puisque très actif pendant l'été, mais l'hiver un peu plus calme. Mais l'hôtel pouvait être assez linéaire sur l'année, donc c'était très bien. Et donc progressivement, j'ai eu aussi des salariés, donc 2 salariés et 2 apprentis. Racontez ce qui s'est passé là, parce que juste en peu de temps, votre expérience. Sûr, oui. Et effectivement, pendant ces quelques années, voilà, des difficultés qui sont intervenues en fait pendant ces années, surtout en gestion de personnel, qui est donc pas simple au niveau de la restauration. Et donc je dépendais effectivement d'un chef de cuisine. Donc d'où la difficulté de ce genre d'établissement de dépendre d'un métier. D'une personne. D'une personne, voilà. Et donc après des difficultés auprès de
de cette personne, l'activité a décliné progressivement, le temps de trouver un certain équilibre. Et ensuite, ça en pâtit, bien sûr, l'activité qui a diminué et de pouvoir redresser la barre, d'avoir cette énergie aussi pour pouvoir le faire, qui a diminué aussi au fil du temps, étant la seule à tenir la barre. Bon, donc en fait, votre rêve, c'est un peu écroulé, donc c'était 3 ans après. Effectivement. Et il fallait rebondir. Donc là, pendant quelques temps, vous avez un petit peu cherché votre voie, vous avez eu des jobs salariés. Puis un jour, c'était en 2018, je crois, la PEC vous a orienté vers 60 000 rebonds. Donc racontez-nous comment ils vous ont accompagné. Donc l'association, j'ai découverte effectivement grâce à la PEC. Donc j'ai décidé de pousser la porte de l'association parce qu'au bout de 2 ans, on va dire un peu plus de 2 ans d'essai de rebondir moi-même, je voyais bien qu'il fallait que je fasse autrement. Et donc l'association m'a accueilli à bras ouverts. Et le principe de l'association, c'est d'accompagner effectivement les entreprises qui ont vécu une liquidation judiciaire par le biais d'un accompagnement en trinôme, on va dire ça comme ça, un coach professionnel et un parrain ou une marraine qui vous suit pendant 2 ans et qui vous permet de faire un peu l'état des lieux de ce qui a pu se passer, de pouvoir mettre à plat nos compétences, de nous remettre un peu à flot aussi, nous redonner confiance dans nos compétences, qui n'enlèvent en rien par rapport à cette malheureuse histoire, et de pouvoir, avec l'intelligence collective aussi de l'association, avec tous les bénévoles qui sont au sein de l'association, nous pousser un peu vers le haut, c'est pas qu'un peu, même beaucoup, par des témoignages, par des mises en relation, de l'intelligence collective, de pouvoir monter un peu des projets ou d'éluder des questions sur notre parcours. Et cette association permet tout ça et un accompagnement de plus de 2 ans pour ma part. Donc on voit très bien les atouts que vous avez trouvés qui sont à la fois beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension, de bienveillance, reboosté de bienveillance, et en même temps vous poussez à redémarrer puisque il faut avoir cette énergie-là. Et alors aujourd'hui, alors dites-nous, puisque ça y est, vous avez redémarré. J'ai rebondi, effectivement. Que faites-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc je suis freelance dans l'événementiel principalement, donc événementiel entreprise. Donc je crée des événements pour les entreprises de tout type d'ailleurs, et j'accompagne du coup ces acteurs des entreprises pour organiser leur événement en collaboration avec les agences événementielles. Donc j'interviens à différents niveaux de projets d'événements. Écoutez, très bien. Écoutez, ravi de voir que vous avez pu rebondir. En plus, la boucle est bouclée parce que vous êtes devenue depuis ambassadrice également pour 60 000 rebonds. Et à votre tour, vous portez la bonne parole auprès de femmes en difficulté pour leur donner envie de repartir à l'assaut et de continuer cette aventure. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès, Julie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci bien. Merci. Au revoir. Bonjour Fanny Laitier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Woman et merci d'avoir accepté d'être mon grand témoin du jour. Avec plaisir. Alors Fanny, bien que encore jeune, vous avez un parcours riche derrière vous puisque après vos études à l'ENA, vous avez une quinzaine d'années d'activité professionnelle qui vous a vu passer à la fois par le Trésor, par un cabinet ministériel, par la direction du CIRI, vous étiez très jeune pour diriger le CIRI, puis enfin la BPI, dans laquelle vous étiez directrice exécutive et en charge d'investissement dans les small et mid-cap. Alors, tout ça vous a donné beaucoup d'expérience dans ce domaine public, politique. Donc, la place des femmes, comment ça se passait ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La place des femmes, elle est à prendre. Moi, j'ai une grand-mère qui m'a toujours dit « tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas ». Et si j'ai franchi toutes ces étapes-là, c'est d'abord aussi parce que je suis allée au-devant des gens qui avaient la possibilité de me faire évoluer en leur disant « j'ai envie de faire ça, je pense que je peux réussir, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça m'a réussi plusieurs fois. Avec Christine Lagarde d'abord, qui m'a nommée à 29 ans, effectivement, dirigeante du CIRI, dans un monde de la restructuration d'entreprise qui est assez masculin. Puis avec Nicolas Dufourcq, quand il m'a nommée au COMEX de BPI France. Et chaque fois, vous aviez
vous aviez anticipé et vous aviez demandé en quelque sorte, enfin estimant légitime d'avoir la fonction en question. Oui, ce que je dis souvent aux jeunes femmes que je mentore, c'est en général, quand vous avez une conviction, exprimez-la. Parce que si vous avez une conviction, c'est que vous êtes sûrement la meilleure personne pour mettre en œuvre l'action à mener pour résoudre le problème. Et donc effectivement, en 2009, après la présidence française de l'Union européenne, qui m'avait donné l'occasion de travailler pour Christine Lagarde, j'avais envie d'être aux côtés des entreprises pour les aider à rebondir en période de crise. Et donc je suis allée directement exprimer en fait cette envie-là. Et puis, en 2013, quand BPI France s'est créé, je suis allée voir Nicolas Dufourcq en lui disant « Tu sais, financer, c'est bien, mais il faut aussi accompagner les entreprises et j'ai envie de faire quelque chose pour ça. Est-ce que je peux rejoindre BPI France ?» Et je pense que c'est encore la meilleure occasion. Derrière, il faut savoir argumenter, mais c'est parce qu'au fond de soi, on a dans son ventre une conviction, une envie. Et là, ça veut dire qu'on a les compétences aussi pour exécuter. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout cela. Mais autour de vous, comment ça se passait et qu'est-ce que vous avez pu constater de la place des femmes, les autres femmes, pas vous, puisque vous avez montré ce que vous vouliez faire et ce que vous pouviez faire, mais comment ça se passait pour les autres? Est-ce que le monde public, puisque c'était à l'époque du monde public, est-ce qu'il était favorable ou pas? Est-ce que c'était ouvert ou pas? Alors j'ai eu un peu de chance. C'est vrai qu'au sein du monde public et en particulier à Bercy, au ministère des Finances, il y a une direction qui s'appelle la direction du Trésor qui a toujours été pro-femmes. Tous ces directeurs, Jean-Pierre Jouyet, Xavier Muscat, Ramon Fernandez, que j'ai connus, ont nommé et fait essaimer énormément de femmes. Marianne Barbalayani dirige aujourd'hui l'autorité des marchés financiers. Maya Attic dirige la fédération bancaire. Et je pourrais en citer une dizaine, Delphine Damarzi, qui est aujourd'hui chez Euronext, qui sont vraiment aujourd'hui à la tête, en fait, et qui sont influentes dans l'économie et qui viennent de cette pépinière, voilà, par la force de dirigeants, managers hommes qui se sont dit qu'il y avait des talents féminins et qu'il fallait leur permettre de s'exprimer. Donc j'ai eu cette chance-là de commencer ma carrière là. J'ai aussi eu la chance d'avoir beaucoup de mentors. Faire du restructuring à 29 ans quand on ne connaît pas le monde de l'entreprise. C'est un beau challenge. J'ai eu des mentors formidables comme René Ricol, qui était médiateur du crédit, Jean-Claude Vollot, qui était médiateur interentreprise, Ramon Fernandez, qui était mon directeur, et qui m'ont vraiment en fait aidé à réussir, donné les clés. Et puis ensuite, effectivement, l'envie fait le reste, le travail fait le reste. Oui, la notion de travail est importante parce que il faut avoir du talent, mais enfin après il faut beaucoup travailler et c'est bien ce que vous faites Exactement. Toujours aujourd'hui. Bon, mais très bien. Alors ça c'était la partie donc monde public, mais alors après en 2018, vous avez décidé finalement de quitter ces positions qui étaient très importantes pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale et vous l'avez fait avec un associé, donc vous êtes deux, François Rivolier, et vous avez créé un fonds d'investissement, Généo Capital Entrepreneur, que vous co-dirigez encore aujourd'hui. Oui. Et à ce titre, alors on parlera après de vos investissements et donc des femmes dans les entreprises dans lesquelles vous investissez, mais aujourd'hui, dans ce monde-là, qui est encore un monde financier, mais un monde spécifique, puisque c'est le monde du capital d'investissement, alors là, il y a encore moins de femmes. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment on peut faire bouger les choses? Est-ce que les choses bougent? Est-ce qu'elles bougent suffisamment? Et comment on peut accélérer ou conseiller? Oui, je crois que c'est ça. Les choses bougent dans le bon sens, mais sûrement pas assez vite. D'abord, la création d'entreprises, là aussi, c'est une conviction. Se dire que chez BPI France, j'avais identifié un besoin, qui est de dire que pour toutes ces PME patrimoniales, familiales, qui ont une méfiance envers les fonds d'investissement, il fallait inventer une finance positive de long terme qui propose à la fois du financement, mais aussi beaucoup de conseils et du réseau business. Et quand vous avez une conviction comme ça, à un moment donné, la création d'entreprise est quand même la façon la plus pure de créer quelque chose de totalement différent. Et je vais vous dire, je ne l'aurais pas fait seule. Et donc, je suis allée vers un binôme avec justement un cofondateur masculin, François Rivolier, qui était mon exact complément parce que lui venait du monde privé bancaire et je crois que le faire à deux m'a donné la force de prendre ce risque-là. Ensuite, le parti pris, immédiatement, ça a été la parité. Et en accord avec lui, de dire, on fait un métier qui est compliqué, comment sélectionner les bonnes entreprises, comment les accompagner dans un ensemble de contraintes qui est complexe entre la géopolitique, le juridique, le fiscal, le financement, aujourd'hui la RSE, l'impact, la croissance externe, l'internationalisation. On veut un bouquet de compétences et la parité fait partie de la diversité et la diversité est facteur de performance. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est 7 associés
salariés, 4 femmes et 3 hommes. Ça détonne un peu dans le monde du capital investissement, mais pour moi, c'est la garantie qu'on va concilier un haut niveau de performance et aussi qu'on va donner du sens à notre investissement. Oui, alors c'est effectivement une organisation qui est absolument remarquable. Alors comme moi je suis très tournée vers ceux et celles qui, comme vous, ont cette même conviction. J'avais fait venir également sur le plateau Gonzague de Blinière pour Raise et également avec Lara Guémard. Ils ont tous les deux la même conviction et ils la mettent en œuvre également au sens de la parité totale dans toutes leurs équipes. Ça, c'est un point important. Alors, néanmoins, on sait que malgré tout, aujourd'hui, les levées de fonds par les entreprises dirigées par des femmes sont toujours bien plus faibles que celles des hommes. D'ailleurs, Tatiana Jama de Sista est venue en parler à 2 reprises. Dans votre portefeuille, qu'est-ce que vous avez en proportion et est-ce qu'il y a des spécificités que vous relevez par rapport aux femmes dirigeantes que vous accompagnez ? On a une double difficulté. Il y a quand même un biais de sélection dans les investissements qui a été démontré dans plusieurs études, qui effectivement, dans le monde du private equity, 18% seulement des directeurs d'investissement sont des femmes. Chez Généo, c'est un peu plus de 50%, mais dans le marché, c'est 18%. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est que seulement 11% des chefs d'entreprise sont des femmes. Et donc, à supposer qu'on veuille mener une politique proactive de sélection de femmes dirigeantes d'entreprise, le vivier est encore trop faible. Et ensuite, on voit aussi que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, parce que quand elles lèvent des fonds, elles lèvent en moyenne des enveloppes 2 fois plus faibles que ce que lèvent leurs homologues masculins. Parce que excès de prudence et finalement difficulté à assumer le rêve entrepreneurial qui est le leur. C'est pour ça que Généo se veut utile. Il se veut utile en disant mais finalement on n'est pas un fonds à 5 ans, on est une société d'investissement qui a 99 ans de durée de vie. Donc donnez-nous le vrai business plan. Ouais. Libérez le rêve et dites-nous vraiment ce que vous avez au fond de votre tête et pas seulement ce que vous pensez pouvoir délivrer à 3-5 ans de façon prudente. Donc le vrai projet, c'est quoi ? Et ça déplafonne. Et puis le deuxième qui est de dire on va vous donner non seulement du fonds propre, mais aussi du conseil, parce que la moitié de l'équipe Généo, en fait, est là pour apporter du support opérationnel et humain pour accompagner. Et ce ne sont pas des financiers, ce sont des gens qui parlent le même langage que vous et qui vont vous aider sur tous les petits cailloux dans la chaussure. Donc la clé, c'est d'accompagner les femmes, de leur donner envie d'avoir confiance en elles davantage. Elles ont le talent, il faut les pousser encore un petit peu plus. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, j'ai omis de dire qu'au-delà de vos activités, vous étiez également auteur. D'ailleurs, il y a un livre que je vais recommander à nos auditeurs qui est Le carnet de rebond pour les PME ETI. Donc merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci. Bonjour Martine Claret. Bonjour. Bonjour, alors ravi de vous retrouver sur ce plateau parce que nous nous sommes connus il y a près de 10 ans maintenant lors des prix Women Equity for Growth, qui étaient des prix qui célébraient les entreprises de croissance dirigées par des femmes, et vous avez souvent été lauréate tant au niveau performance qu'au niveau RSE. Donc c'est là que nous nous sommes connus. Alors, pour arriver tout de suite, puisque c'est votre portrait, donc parler de l'histoire de l'entreprise. En 2003, vous avez créé avec votre mari comme associé ce qui allait devenir cette belle entreprise aujourd'hui, Aurus Pharma. Donc parlez-nous finalement un petit peu du contexte du démarrage, l'état d'esprit et comment ça s'est passé, les différentes étapes. Bon, alors d'abord, je suis contente de vous retrouver et puis je vous remercie de m'avoir invitée dans cette émission. Alors, le démarrage d'Aurus Pharma, c'était en 2003 et on a créé cette entreprise, Claude Claret et moi, nous étions très complémentaires pour faire ça. On avait déjà travaillé dans d'autres entreprises dans le domaine de la santé et de la pharmacie. Et on avait un projet d'être indépendant et puis d'avoir une entreprise comme nous la souhaitons, oui. Comme nous la souhaiterions, voilà. On avait d'abord créé une petite entreprise de business développement, on développait des autorisations de mise sur le marché, et on faisait des études de marché, on donnait des produits en exploitation à d'autres entreprises. Oui. Et puis on s'est dit, alors ça c'était bien sûr avec l'aval des entreprises dans lesquelles nous étions encore, bien sûr. Et puis on avait créé cette structure et puis à un moment donné on s'est dit qu'au fond puisqu'on donnait à exploiter à d'autres on pouvait peut-être le faire nous-mêmes et puis on s'est lancé dans cette aventure.
Donc vous aviez à la fois une solide expérience professionnelle et puis l'envie entrepreneuriale et l'envie d'être indépendante. D'ailleurs, ça vous a accompagné un petit peu tout le temps. Oui. Racontez-nous les principales étapes qui vous ont mené jusqu'à aujourd'hui, puis après on parlera de vos défis, etc. Mais les principales étapes finalement. Avant Horus Pharma. Quand vous avez lancé l'entreprise. Alors une fois on a lancé l'entreprise, donc on a créé en 2003, on était tous les deux. Ouais. On était complémentaires puisque moi j'ai une formation de recherche-développement, de pharmacologie, de pharmacien, etc. Donc plutôt technique et scientifique. Et puis Claude est lui aussi docteur en pharmacie, mais lui il est à tendance business et marketing. Donc on était très complémentaires. Ce qui nous manquait, c'était les finances, mais s'il y avait eu un financier, je pense que ça n'aurait pas marché. Il nous aurait dit que c'était vraiment qu'on se lançait dans une aventure folle. Donc voilà. Donc on a créé cette entreprise avec, c'est vrai, en récupérant déjà les produits que nous avions donnés en exploitation à d'autres entreprises plus importantes. Donc ça nous a permis d'avoir déjà un chiffre d'affaires, des revenus pour commencer. Et puis, nous avons trouvé un produit qui pouvait être intéressant à mettre sur le marché dans le domaine de l'ophtalmologie, puisqu'on fait de l'ophtalmologie. Et ça nous a permis de lancer l'entreprise. On a été assez, entreprenant aussi au niveau du market access, parce que c'était une nouvelle... on a fait une démarche qui après a été suivie par d'autres au niveau des remboursements de certains dispositifs médicaux pour l'œil. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, après, on a développé, on a créé on s'est lancé dans l'export, mais ça plus récemment. Ouais. C'était plutôt vers 2012-2013. Et puis, en 2015, on a commencé à créer quelques petites filiales en Europe. Oui, vous êtes très modeste parce qu'en fait, ce ne sont pas les filiales sont ce qu'elles sont. Enfin, le groupe devient tout à fait intéressant. Donnez-nous d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore parlé finalement de ce qu'est Horus Pharma aujourd'hui. Donc, faites-nous un peu une description d'Horus Pharma en termes de chiffres, d'activité. Alors, Horus Pharma, c'est une société pharmaceutique qui est spécialisée en ophtalmologie. D'abord, nous nous occupons de la santé de l'œil. Nous avons fait un chiffre d'affaires proche de 100 millions d'euros. Donc, belle ETI. Fin de 2023. Et nous avons 210 collaborateurs entre la France et les filiales. Il y en a à peu près 180 en France, 100 au siège. Et les autres personnes sont des informateurs médicaux, des visiteurs médicaux, mais aussi des gens qui s'occupent d'informations scientifiques, etc., et qui sont répartis sur le territoire français. Et puis, nous avons donc des filiales, plusieurs en Europe, en Espagne, au Benelux, et puis maintenant dans les pays nordiques, là où il y en a plusieurs, et puis en Suisse. Voilà, donc c'est à peu près le profil. Et on consacre 20% de notre chiffre d'affaires à la R&D. Bien sûr, c'est ce qui vous permet de continuer à progresser, c'est certain. Et finalement, alors, on a l'impression à vous entendre que tout s'est passé facilement. Bon, c'est pas le cas, vous avez connu forcément des moments plus difficiles. Est-ce que d'ailleurs, c'est une toute petite question, après on va revenir à vos défis, mais est-ce que finalement, le fait de le faire avec votre mari, donc en couple, est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient et comment vous vous êtes organisés tous les deux pour répartir les responsabilités? Alors, je pense que c'est bien de ne pas être tout seul. Oui. Déjà, on était deux. Ce que disait deux. Fanny à l'instant. Voilà. Et je trouve que deux, c'est mieux que tout seul, parce que quand même. Alors, des fois, ça te crée certains tirages, mais d'un autre côté, c'est quand même mieux d'être deux. Et puis, on était complémentaires. Comme je vous l'ai dit, on avait vraiment des formations complémentaires. Donc, finalement, on est restés un petit peu chacun dans ce dans quoi nous étions bons. Et je pense qu'on avait aussi cette volonté, chevillé au corps de créer cette entreprise. Voilà, donc on avait quelque chose commun à créer en plus de notre famille. On avait un but commun, donc je pense que c'est plutôt... moi, je trouve ça plutôt favorable parce que comme ça, on peut se comprendre dans les difficultés, le temps qu'on y passe, etc. Donc je pense que c'est quand même plutôt... Enfin, moi, je trouve ça plutôt favorable. Ouais. Et vous avez opté pour une organisation où vous êtes la présidente et votre mari est le directeur général. Donc et ça, vous l'avez fait quand même à une époque, entre guillemets, c'est pas si ancien, mais enfin malgré tout, où c'était pas nécessairement comme ça qu'on voyait les choses dans un couple.
C'était peut-être pas autant la mode, mais disons que oui, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais finalement, je pense que dans la répartition des rôles, c'était pas mal. Ça, oui, c'est pas mal parce que en plus, il y avait un rôle de communication peut-être où j'avais peut-être plus de dispositions, même si Claude fait du marketing et il fait très bien, mais voilà. Et puis voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Alors aujourd'hui, les défis, puisque bon, même si vous vous développez harmonieusement et que vous êtes déjà à un très beau niveau, quels sont les principaux défis que vous rencontrez au niveau d'Aurus Pharma aujourd'hui ? Les défis, il faut que nous nous développions, il faut que nous atteignions une taille critique dans notre domaine et on considère que la taille critique, c'est 200 millions d'euros, c'est une vraie taille critique. C'est x2 par rapport à aujourd'hui. Voilà, c'est x2. Alors, c'est un enjeu dans le contexte actuel qui est quand même un peu compliqué parce que notre gros moteur, c'est quand même la France. Et pour devenir, toutes les entreprises qui grossissent ont besoin d'avoir leur moteur dans leur pays d'origine. Qui fonctionne bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même compliqué parce que les conditions économiques pour les produits de santé sont quand même assez difficiles en France avec des prix qui sont quand même dans les plus bas européens. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors... Bon, il faut que nous continuions à faire de la recherche, d'innovation. On fait des produits de santé, on ne fait pas que des médicaments. On fait aussi, on est aussi banque de tissus, on fait des dispositifs médicaux. Et on essaye d'apporter un service aux médecins. Et vous avez lancé également une nouvelle activité. Oui, et on a lancé une nouvelle activité, puisque là, maintenant, on a développé une gamme de cosmétiques haut de gamme autour de l'œil, sans aucun conservateur, absolument pas. C'était d'ailleurs votre règle depuis toujours, ça. Je crois que dès le départ, vous vouliez ne pas avoir de conservateur. Alors, dans tous nos produits, nous n'avons pas de conservateur. Mais c'est vrai que pour des médicaments, des dispositifs médicaux, il y en a quand même un certain nombre. Pour les produits cosmétiques, c'est plus rare. Bon, on a des brevets pour ça. Mais je pense que c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'il faut que, dans le contexte de notre développement, nous élargissions aussi notre offre sur des produits qui soient hors sécurité sociale et qui soient pas remboursés, avec des prix plus libres. Donc, je pense que... Donc, le principal défi, c'est un bon défi, hein, c'est un défi de développement. Donc, c'est comment continuer en gardant vos valeurs et en gardant votre façon de fonctionner d'aujourd'hui. On veut aussi se développer à l'international et aussi dans nos filiales, fonctionner comme nous le souhaitons. Oui, très bien. Alors, en dernière question, on pourrait beaucoup parler encore de votre entreprise parce qu'il y a beaucoup à en dire et c'est passionnant, mais en dernière question, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Smart Women, on parle aussi des femmes. Alors, je sais que pour vous, la parité absolue, c'est pas une nécessité, mais ce à quoi vous tenez, c'est justement les possibles offerts à toutes les femmes. En 2 mots, puisqu'on est à la fin, mais en 2 mots, ça veut dire quoi pour vous, Sam ? Bon, d'abord, nous sommes dans un milieu où il y a quand même des femmes. Hein, déjà, le milieu de la santé, il est quand même assez féminisé. Donc, c'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, c'est quand même avoir des talents. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le défaut de négliger le talent pour la féminité. Il faut quand même que ce soit les deux. Donc, c'est pas toujours ce que l'on dit, mais je pense que ça, c'est important. Et puis surtout, il y a une chose, c'est que je pense que pour les femmes, ce qu'il faut, c'est qu'elles aient le choix et que toutes les femmes aient le choix. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de s'engager même davantage dans tout ce qui peut concerner l'éducation des femmes qui n'ont pas accès peut-être à tous les moyens pour pouvoir avoir des situations qui soient intéressantes. Écoutez, merci beaucoup, merci pour ce témoignage, merci pour ce franc-parler et ces idées qui sont les vôtres, et c'est bien de les exprimer également sur la position des femmes. Et on vous souhaite bien sûr beaucoup de succès encore dans l'avenir. Donc, cette émission se termine. Merci de l'avoir écoutée et je vous dis au mois prochain pour découvrir mes prochaines invités. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci.